Bonjour et bienvenue sur le plateau de Trade ou pas Trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. Cette émission est aussi ce qu'on appelle un document à caractère promotionnel, parce qu'on y parlera produits de bourse, Varan, Turbo, Leverage et Short avec Léa Gézéquel, vendeuse produits de bourse, Société Générale. Bonjour Léa. Bonjour Thibaut. Je vais vous présenter nos invités assis autour de cette table, avec pour commencer Jean-Louis Cussac, Perceval Finance, trader, formateur. Bonjour Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Bruno Cus, rédacteur délégué aux éditions numériques du Revenu. C'est bien cela? C'est ça. Merci d'être avec nous Bruno Cus. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Mathieu Lebrun, édition Agora. Publication Agora. Publication Agora, pardon. On est dans la même idée. Agora Trading Lab, Exactement. votre newsletter. Merci Mathieu Lebrun d'être Merci avec à nous. vous pour l'invitation. Mais c'est avec plaisir. Nous allons commencer tout de suite avec la première rubrique. On refait la semaine. On refait la semaine avec, pour commencer, Bruno. Bruno, vous allez nous parler de quoi? Vous allez nous parler de Dassault Systèmes. Dassault Aviation. Dassault Aviation, pas Dassault Systèmes. Oui, on parle évidemment dans le contexte. Voilà, celle qui est dans l'air du temps. Bien sûr, sans mauvais jeu de mots. Donc nous Dassault, en fait, on avait regardé depuis l'élection de Trump, en fait. Hein. C'était un peu le catalyseur. L'action jusque-là naviguait autour de 180 €. Et il s'est passé quelque chose depuis l'élection de Trump. On a eu des discours un petit peu incitatifs de la part de Trump pour que les pays européens se réarment, en fait. Et c'est un discours qui a monté en puissance jusqu'à la fameuse réunion de vendredi à la Maison-Blanche, où on a vu que là, c'était vraiment une nécessité pour les pays européens d'augmenter les dépenses militaires. Donc, on a eu ce début d'envolée sur décembre-janvier qui vraiment s'est accéléré ces derniers jours avec donc le discours de Trump. Dassault, on s'y intéressait un petit peu avant. Hein. C'était une action qui n'était pas très chère, dont on savait que les perspectives allaient croissantes. Il y avait un carnet de commandes qui commençait à gonfler. Hein. Il y a eu des contrats à l'extérieur, à l'international qui ont quand même pas mal porté leurs fruits. Hein. Et donc, on a ce début d'envolée. Dassault, ils ont livré 21 Rafales l'année dernière. Ils ont un carnet de commandes de 210 Rafales aujourd'hui. Oui. Et ça va continuer, puisque vous avez vu que les pays européens ont décidé de miser à peu près, grosso modo, un plan de 800 milliards. Ce ne sera pas que dans des Rafales. Non, ce ne sera pas que dans des Rafales, mais il y aura du Rafale forcément. Enfin, il y aura du Rafale, il y aura du Thales, sachant que Dassault aussi est présent dans Thales. C'est-à-dire Dassault détient une participation de 26% dans Thales, qui lui aussi flambe en bourse parce qu'il y a ces perspectives dans le militaire. Donc voilà, nous on s'est intéressé à ça et donc aujourd'hui le cours est allé même au-delà de nos espérances puisqu'on a une montée en flèche rapide. C'était quoi votre objectif? On avait un objectif à 250, on y est quoi. D'accord. Maintenant, il y a un changement de paradigme dans la défense, puisque depuis vendredi dernier, on voit bien que les États-Unis vont quand même sortir progressivement du conflit en Ukraine et du théâtre européen d'une façon générale. Maintenant, voilà, ce changement de paradigme peut vraiment faire changer toutes les perspectives, et notamment en termes de carnet de commandes pour Dassault. Il est très important aujourd'hui, mais il peut encore doubler. Donc, non, oui, pardon. On bénéficie clairement d'un effet d'annonce, d'une progressivité du news flow, comme me dirait Mathieu, sur la thématique du réarmement, en tout cas qui bénéficierait à l'industrie de l'armement. Mais on a aussi besoin d'une confirmation. Pour l'instant, c'est des news. C'est des news, c'est vrai. On n'a pas encore le plan à 800 milliards de la commission n'est pas forcément... Non. Mais sur les simples fondamentaux actuels, déjà, c'était pas très très cher. Je veux dire, Dassault Aviation, ça se paye à peu près 20 fois les bénéfices. D'accord. Et puis, il y a ce bilan qui est très solide. Il y a 8 milliards de trésorerie au bilan. Et cette participation dans Thales qui vaut, elle, 12 milliards. Et l'ensemble, ça fait à peu près la capitalisation de Dassault. Donc, c'est pas très bien, c'est pas valorisé comme il se devrait, en fait. Donc, cette hausse depuis le mi-décembre ne vous fait pas peur en termes de valorisation? Non, parce que les marchés commencent à anticiper des choses assez intéressantes. Elles se produiront progressivement. C'est sûr que là, il y a un effet d'emballement. On peut peut-être retomber un petit peu. Mais voilà. Dossier à suivre. Merci beaucoup, en termes de carnet de commandes, on est plutôt bien. Merci beaucoup, Bruno. On va passer à Mathieu Lebrun. Mathieu, vous êtes intéressé à deux
vedettes un peu de la cote, Alibaba et Nvidia. Je reviens effectivement sur des choses un peu comme Bruno qui ont plutôt bien fonctionné me concernant. Alors du coup, c'était pas dans la défense moi, mais c'est vrai que du coup au début de l'été, quand j'avais été gentiment convié à un plateau dans le cadre de Bourso Live avec Léa, du coup j'avais évoqué ce scénario d'une stratégie par rapport à l'intelligence artificielle de faire ce qu'on appelle un long short. Donc l'idée d'acheter, en fait le long short, l'idée c'est quand on est dans un secteur d'activité, c'est d'aller acheter l'une des actions ou l'une des valeurs et de se couvrir en vendant à découvert l'autre pour en fait être un petit peu en delta neutre, c'est-à-dire de pas avoir, enfin de réduire on va dire son, ouais, pas delta neutre exactement, mais de réduire son risque de marché. Et moi à l'époque j'avais proposé cette idée d'acheter Alibaba et de vendre à découvert ou alors de se couvrir avec des achats de put ou de tracker short, moi ce que j'avais fait dans le... Je reviens juste un tout petit peu sur cette stratégie long short. Ça permet d'immuniser le risque de l'investisseur à un risque d'un secteur d'activité. Et donc finalement d'investir sur la surperformance d'une entreprise par rapport à une autre. Alors bien ça. Après, en fait, il y a deux façons de procéder. C'est-à-dire qu'historiquement, et on va dire peut-être normalement, on a plutôt tendance à acheter le plus fort et à se couvrir en vendant le plus faible d'un secteur. C'est-à-dire, par exemple, typiquement, si on prend le cas de, je sais pas, du secteur automobile, on va chercher à acheter le meilleur élève en Europe, ça peut être à court terme du Renault ou des choses comme ça, en vendant à découvert du Stellantis, pour en fait limiter son risque de fluctuation de marché si le CAC du jour au lendemain doit exploser à la hausse ou trébucher, il y a une des deux positions qui compensera l'autre. Et en fait, c'est l'idée de profiter de cet écart de performance. Donc en gros, ce que je disais, c'est qu'il y a effectivement la possibilité soit d'acheter le plus fort en vendant le plus faible. Et moi, du coup, à l'été dernier, c'était un peu le schéma inverse, où pour le coup, moi, il y avait vraiment une asymétrie du risque qui me semblait vraiment très favorable par rapport à l'éventuel recovery d'Alibaba, ce qui, du coup, avec un cours qui a quasiment doublé depuis 6-8 mois maintenant, et à l'inverse, Nvidia, alors même si ça commence un peu à baisser, mais Nvidia qui n'avait pas fait grand-chose quand on regarde le cours, là, vous voyez, quand on en avait parlé avec Léa, c'était au début de l'été, c'était la petite flèche rouge que vous voyez sur le graphique hebdomadaire pour le coup, donc chaque petite bougie représente une semaine de cotation, vous voyez, c'était le... C'est assez courageux quand même d'être vendeur Nvidia en juillet après une hausse de... disons qu'en fait, pour tout vous dire, pendant l'été, j'avais eu des turbo puts précisément sur Nvidia. Après, je m'étais rémunéré pendant l'été et après, j'étais revenu à 2 reprises sur des trackers short, c'est-à-dire des produits qui permettent... alors pour le coup, il n'y a pas d'effet de levier parce qu'en fait, l'effet de levier naturel d'Nvidia, quand on voit comment ça bouge, vous voyez là, juste depuis... D'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure dans la rubrique... depuis 2 semaines. Voilà, il n'y a pas forcément besoin... Alors après, tout est question de money management et autres, mais à mon sens, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des effets de levier de 5 ou 10 pour Donc là, vous étiez short Nvidia, long Alibaba. Ouais, c'est ça. Alors, et donc aujourd'hui, vous pensez que cette stratégie peut continuer ou vous êtes plutôt... Alors du coup, en fait, en toute franchise, moi aujourd'hui, je suis plus exposé, je vais plutôt surveiller, je suis plus exposé dans cette thématique, mais le fait est que si vous me posez la question aujourd'hui, est-ce que je la remettrai à nouveau en place, il y a rien qui a vraiment changé, au contraire, ça s'est plutôt confirmé. Et donc voilà, après c'est vrai que dans le cas d'Alibaba, comme on le voyait sur le graphique, même si je pense que ça peut aller plus haut, comme je pense que Nvidia peut aller plus haut, plus bas, le fait est que moi, quand j'avais pris du Alibaba, alors pour le coup, c'était pas en produits dérivés, mais on était autour des $80. Et c'est vrai que quand on fait des mouvements comme ça assez rapides, en fait, ce que j'aime bien, moi, idéalement en bourse, c'est quand ça va assez vite. Comme tout le monde, je pense. Et c'est vrai que quand ça va assez vite, voire des fois trop vite, parce que Alibaba, par exemple, le mouvement s'est vraiment fait entre schématiquement le 15 janvier et le 15 février. Et en 2 mots, pourquoi le mouvement Alibaba? Qu'est-ce qui pousse principalement à la hausse? Avec l'idée d'un rattrapage du marché chinois au sens large par rapport au Nasdaq. L'idée, c'était un peu, là aussi, moi j'avais fait des trackers PASI, c'est des trackers sur la bourse chinoise qui sont allés
éligibles en PEA ou d'autres choses. Et donc, en fait, Alibaba, c'est un point lourd de la bourse chinoise. Et donc, il y avait vraiment ce côté rattrapage que j'avais en tête de la Chine par rapport au Nasdaq, qui là aussi, alors même si c'est dans une moindre mesure, mais on voit que le Nasdaq s'essouffle un peu et que la Chine commence à reprendre un petit peu de poil de la bête. Et voilà, c'était un peu dans cette logique-là aussi. Et avec la thématique autour de l'IA qui me semblait, ce que j'avais évoqué au début de l'été 2024, qui me semblait assez chèrement valorisé. À l'époque, Nvidia en PE, on était sur des PE de 150 ou des choses comme ça en projection. Et on voit bien qu'en fait, rétroactivement, depuis 9 mois, le PE se dégonfle parce qu'on voit qu'il y a de la croissance, mais que ça ne va pas être du x3 tous les trimestres, comme ce qui avait pu être projeté il y a encore 9 mois. D'où la correction du titre. C'est un ralentissement de la croissance. Il y a des choses. Après, je l'avais évoqué même, je crois, en décembre dernier, quand j'étais venu sur ce plateau, où à l'époque, j'avais déjà les trackers, en l'occurrence short sur Nvidia, avec le côté où sur Nvidia, on avait de moins en moins de réactions haussières favorables aux bons chiffres, c'est-à-dire que historiquement, quand on remonte en 2023 ou début 2024, on voyait que quand Nvidia publiait, on se souvient par exemple au printemps 2023, l'action avait pris 30% sur une séance, et en fait on voyait que depuis plusieurs trimestres, même s'il y avait des très bons chiffres, c'était déjà le cas le 21 ou le 22 novembre quand Nvidia est publié, à l'époque c'est dans ce timing-là où moi j'étais rentré parce qu'on avait des super chiffres, mais en fait on voyait que le marché avait plus tellement acheté. Oui, soit c'était anticipé par le marché, soit ça ne prenait plus le marché suffisamment. C'est-à-dire qu'on a des taux de croissance de 80%, etc. C'est fantastique, mais comme souvent en bourse, si vous attendez comprendre le pourquoi du comment ou des projections, vous avez beaucoup de chances de rentrer trop tard. Et donc en fait, voilà, c'est déjà ce qu'on constatait en novembre. Et ce qui s'est passé là, du coup, encore une fois, sur la dernière publication d'Nvidia il y a 10 jours, c'est symptomatique de la chose, où on avait un titre un groupe qui a publié des résultats supérieurs aux attentes, etc. Et le titre a fini à -8 post-publication. Donc voilà, donc ça montre bien qu'il y a... alors après, il y a en plus un contexte qui est un peu à risque avec Trump, avec DeepSeek sur la thématique de l'IA en Chine qui apportait de l'eau au moulin à votre stratégie en tout cas. La stratégie, voilà. Merci beaucoup Mathieu. Jean-Louis, vous allez nous parler du CAC 40. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez parce que depuis la dernière fois, on est repassé en haut du canal. On est même revenu faire un plus haut historique avec... une première phase de hausse portée par principalement les bancaires qui ont bien boosté. Le secteur a été... ces rumeurs, c'est de dérégulation pour faire face à ce qui se passe aux États-Unis avec Trump. Donc, et là, c'est l'armement, mais le marché a fait un plus haut lundi, plus haut historique, en fait, identique au précédent, mais... il y a eu des coupes contre-temps, là il n'en tient pas compte, mais en gros c'est un genre de double top quand même. Et depuis, la volatilité s'est un peu déchaînée. On a fait des mouvements extrêmement violents. Donc là, on avait fait plus 3 et quelques. On a reperdu presque 3%. On est remonté de 3 encore hier soir. Mais même parfois en quelques heures, puisque on fait un point bas hier soir vers 17h et puis ou 16h. Et là, à 22h, on était déjà remonté au-dessus de 8002. Est-ce que c'est ce qui nous attend pendant 4 ans, pendant toute la mandature de... Voilà, c'est un peu compliqué, la situation est complexe. Il y a des rumeurs, il y a l'humain, si vous voulez, il n'a pas une stratégie, en tout cas les gérants, ils ne vont pas changer de sens toutes les 3 minutes, mais les algos, eux, ils n'hésitent pas à arbitrer quand il y a de la spéculation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de spéculation en face, je suis assez étonné. Via peut-être aussi beaucoup de produits dérivés, etc. Et techniquement, donc, on est comment là? C'est toujours haussier, c'est toujours haussier. Mon premier niveau d'alerte, vous voyez, c'est 7910, et il y aurait 7786, et avant, mon niveau de retournement, c'était 7640, mais celui-ci commence à être un petit peu éloigné, parce que vous voyez, on est à 7,5 de baisse sur 7640. Alors peut-être qu'on pourra prendre le 7786, pourquoi pas le 7910, tout dépend... comme signal pour une éventuelle retournement, baisse. Retournement. Alors, tout dépend, parce qu'en fait, je donne ces niveaux à l'avance, comme ça, parce que si les gens veulent faire des choix de strike pour prendre des positions, en tout cas, peut-être ça peut être à titre offensif, ou défensif, ça dépend de comment...
ils veulent gérer leur position et leurs investissements. L'idée, c'est, de toute façon, ça sera d'attendre une amorce de baisse, parce que tant qu'on est au plus haut comme ça, on n'a pas de construction baissière, on n'a pas vraiment... Oui, les moyennes mobiles sont toujours à la hausse, la 5, c'est une très courte, hein, mais elle est même repassée à la hausse, et puis la 21, là, elle est tout le temps haussière, donc on a une surperformance de l'Europe, parce que l'idée, c'est que les États-Unis étaient chers, mais bon, c'était pas d'hier, mais c'est rentré dans la tête d'un peu tout le monde, et c'est vrai que les recommandations qu'on pouvait avoir comme ça de part et d'autre, c'était il faut surperformer l'Europe, et on voit bien que ça fonctionne, puisque l'Europe a bien surperformé. En plus, là, l'euro a boosté, hier notamment, hein, il a repassé les 1,0540, déclenchant un signal d'achat. Donc c'est vrai que c'est pas mal pour les investissements sur l'Europe et la zone euro. Après, il ne faut pas se tromper de valeur. On voit bien que toutes les sociétés comme l'automobile qui sont vulnérables aux taxes décidées par Trump, l'automobile s'est cassé la figure. C'est quand même surprenant, parce que c'est parfois à n'y rien comprendre. On a le champion de la dérégulation qui a été élu aux États-Unis, qui... on pourrait penser que c'est favorable à l'économie américaine, donc favorable au marché boursier. Puis on voit, on a dit aussi qu'il y avait des droits de douane qui allaient arriver, donc c'est plutôt défavorable au marché européen. Puis on voit les marchés qui font exactement l'inverse. On a une surperformance en Europe par rapport au marché américain. C'est quand même. Les PE ne sont pas les mêmes. Bon, oui. Ok, les valeurs sont quand même moins. Après, aux États-Unis, on a vraiment anticipé des choses extrêmement favorables, mais les mesures de Trump vont doper l'inflation. Donc il y a quand même une inquiétude assez importante, la consommation commence à diminuer. Enfin, le climat, enfin, l'état d'esprit des entrepreneurs, quand même, il est pas aussi euphorique qu'il était il y a quelque temps. Donc tout le monde a pris un petit coup sur la tête. Il y a une hyper méfiance, notamment aussi depuis l'affaire DeepSeek, mais après on l'a un peu oublié quelques jours après. Puis ça revient quand même, l'idée que l'IA, on a peut-être un peu cher payé également, etc. Donc les États-Unis, si vous voulez, pour l'instant, il y a clairement une situation de retournement de tendance. On va dire que le sens prioritaire, pour moi, est un petit peu baissier, mais en Europe, ça reste haussier. Bon, voilà, ça c'est clair. Et l'idée, a priori, c'était de chercher des points d'entrée pour acheter, donc, par exemple, de l'indice ou des valeurs. Encore une fois, ne pas se tromper sur les valeurs. Acheter peut-être des défensives, acheter des valeurs qui, en tout cas, ne sont pas sujet aux taxes, et en tout cas pas ce secteur ciblé, ces secteurs. Donc peut-être que 7950 jusqu'à 10, c'est une zone d'achat, mais on n'y est pas allé. Au pire moment, là, quand on s'est cassé un petit peu la figure, on a remarqué cette résilience des indices européens extrêmement importante. Et si on casse les 8260, là, parce qu'on est quasiment au plus haut, enfin on est au plus haut, quels sont les objectifs après ? Je pense qu'il ne faut pas trop se fixer d'objectifs, parce que bon, il y a des... si on reporte par exemple des écarts types sur plusieurs séances, par exemple vous prenez justement le début du graphique là-bas, vous voyez on fait 7009, 7260. Bon, on pourrait dire c'est un écart qu'on a déjà fait, qu'on peut refaire à la hausse partant de 10%. 8260. On reporter ce mouvement au-dessus et se fixer des écarts. Je pense qu'un investisseur, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est guetter. C'est parce que là, on a tous un peu allégé nos positions, c'est normal. Alors on va avoir un comportement opportuniste sur certains dossiers, mais par exemple, j'avais proposé Thales à 146 achat stop au-dessus. Vous vous rendez compte, elle est montée à 250, il y a longtemps qu'on s'est allégé, qu'on a peut-être un petit solde, mais qu'on laisse porter. Bon. Donc l'idée, c'est maintenant de guetter le moment où le marché va amorcer un mouvement de repli. Donc c'est le travail qu'on doit faire. Et puis on ne va pas prendre trop de risques, on laisse porter peut-être des belles valeurs, des beaux dossiers, des valeurs de rendement, des valeurs défensives. C'est ce que j'avais proposé ces derniers temps, comme TF1, etc. Et non, il faut vraiment guetter ça. Alors, pour l'instant,
je vous disais, on est au plus haut, donc il n'y a pas d'amorce de retracement. Okay, très bien. Et on est plutôt donc dans l'esprit de se dire, je cherche à rentrer dans l'immédiat à l'achat. Ok. On n'essaye pas de vendre, on essaye plutôt d'acheter. Trop tôt. Parfait. Merci infiniment Jean-Louis Cussac. On va passer maintenant à la rubrique Le Zoom sur. Le Zoom sur avec Léa Gézéquel, vendeuse produits de bourse Société Générale, qui va nous parler des trackers, mais corrélés inversement au marché ou à une valeur. Alors, ces produits, ce sont les leverage and short. Donc, on les connaît parce que normalement, ils donnent un effet de levier fixe quotidien à une valeur, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Comme leur nom l'indique, leverage. Exactement, leverage et short. Mais aujourd'hui, on va s'y intéresser parce qu'on a sorti toute une gamme de produits short avec un effet de levier -1. Donc là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet de levier. On va juste répliquer à l'inverse les performances du sous-jacent, aux frais de gestion près. Alors pourquoi c'est intéressant? Alors certes, entre Jean-Louis et Bruno, vous êtes plutôt encore haussier sur le marché, mais ce n'est pas forcément le cas de tous les investisseurs qui commencent à se dire, bon, bah, on a marqué des plus hauts historiques sur le CAC, peut-être qu'on va commencer à anticiper une baisse sur certaines valeurs en tout cas, ou alors ceux qui souhaitent effectuer une opération de couverture en profitant, en neutralisant en fait leur position. S'ils ont déjà une valeur qu'ils ne souhaitent pas la vendre, mais qui souhaitent quand même effectuer une couverture, ça peut aussi être une stratégie intéressante. Et aussi, comme Mathieu l'indiquait, pour effectuer des stratégies de long short. Se dire, tiens, bah, je vais acheter soit une valeur, soit un turbo sur une valeur, et puis en même temps, vendre une autre valeur du secteur grâce à un short -1. Donc ces produits, ils n'ont pas d'effet de levier. On va vraiment juste aller... Bah, si par exemple on est investi, je ne sais pas moi, sur un short CAC -1, si le CAC perd 1%, le produit va prendre 1% tout simplement de manière quotidienne. Donc ça réplique l'inverse des variations du sous-jacent. Et cette gamme, elle existe sur déjà une multitude de catégories d'actifs, que ce soit l'énergie avec le Brent et le WTI, bien sûr les indices européens mais aussi américains, et des actions européennes et américaines. Donc toutes les stratégies sont possibles avec ces produits pour investir à la baisse des marchés. Merci beaucoup Léa. On rappellera que la couverture de portefeuille immunise finalement un portefeuille, sa valeur restera identique. C'est-à-dire que si on se trompe dans l'anticipation, on anticipe une baisse, on achète un short, le short va monter, mais la valeur de son portefeuille va descendre. Donc, la hausse du short va compenser la baisse. Tout à fait. Donc le tout est immunisé, donc il ne se passe plus rien. Le tout est neutre, au fond de gestion près sur un an. Voilà, mais donc c'est vraiment important de l'avoir en tête parce qu'en général, les personnes se tournent vers ces produits quand ils cherchent de l'effet de levier, mais pas forcément en fait. On peut aussi à la baisse avoir un intérêt très fort juste pour avoir une corrélation inverse au marché sans pour autant booster avec des effets de levier. Alors après, c'est tout à fait possible de le faire aussi avec des effets de levier. Ces mêmes produits existent avec des effets de levier -2, -3, -5 et bien plus encore. Mais ne pas se focaliser forcément toujours sur l'effet de levier, pensez aussi juste à créer ces stratégies avec du -1. Jean-Louis, juste avant de vous donner la parole, c'est intéressant aussi sur les shorts sans effet de levier, vous n'avez pas de risque de désactivation ou de réinitialisation. Non, pas du tout. C'est intéressant. Jean-Louis, vous voulez rajouter quelque chose? En fait, les gens peuvent se dire, mais pourquoi à ce moment-là je ne vends pas mon portefeuille? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile d'acheter un produit à la baisse, un seul, que vendre 10 lignes de son portefeuille. Et puis, on peut remarquer une chose typiquement humaine, c'est qu'il y a, quand on achète des actions, il y a l'affect derrière. Il y a, moi, je pense que quand même cette valeur, elle devrait faire des choses bien, etc. Donc, on a toujours du mal à appuyer sur le bouton de la vente. Je le dis vraiment parce que je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Hein. C'est un biais psychologique assez classique. Hein. Tout à fait. Et donc, c'est pour ça que ces produits existent. Donc, il suffit d'appuyer sur un indice, alors à condition que le portefeuille soit... Mais là, on achète un produit qui fait que ça couvre... Pendant une période de temps, on peut se dire, là, au moins, je suis couvert. Sinon, je voulais dire aussi une autre chose, c'est que la volatilité implicite a beaucoup progressé ces derniers jours. On est passé à combien sur le CAC, par exemple? C'est de 14 à 18 entre 14 et 17. Quoi. Mais, mais en fait, ça va très très vite parce qu'on a des mouvements de stress où là, ça vient payer. C'est toujours cette espèce d'effet d'annonce. Voilà. Et puis, il faut voir comment la vol monte quand on est out the money, si vous voulez. Très vite, est-ce qu'elle monte fort ou est-ce qu'elle monte pas trop fort, etc. Mais... c'est peut-être la période, justement, où le turbo qui ne tient pas compte
de la volatilité. N'est pas sensible au mouvement de volatilité. Ni le short, parce que là, ce ne sont pas des turbos, c'est le short, mais c'est le même raisonnement. Voilà. Mais là, c'est un risque de 1 pour 1, quoi. Mais le turbo sera peut-être mieux que le Varan ou l'option dans cette période tout à fait raison. De forte volatilité. C'est juste une petite parenthèse. C'est très intéressant. Merci beaucoup Jean-Louis. Maintenant, on va passer à la rubrique le coup de cœur des traders en remerciant Léa pour son intervention. Merci beaucoup. Le coup de cœur des traders. Le coup de cœur des traders, vous connaissez le principe de cette rubrique. Chacun de nos invités a 60 secondes pour convaincre les deux autres de la validité de son scénario avec une petite raquette de ping-pong verte ou rouge. Il va déterminer s'il y a trade ou pas trade. Alors on va commencer par qui? On va commencer par Bruno Kuss qui va nous parler de Nexans. On va attendre que le chronomètre s'affiche derrière moi. C'est parti, 3, 2, 1. Bruno, c'est à vous. Alors Nexans, on est dans le domaine du câble, hein. J'ai choisi cette valeur parce qu'en fait, elle vient de perdre un tiers de sa valeur par rapport à la fin du mois d'octobre. Les actionnaires principaux, enfin l'actionnaire principal, c'est un groupe chilien qui a cédé 5% du capital, en fait, a provoqué un afflux de titres sur le marché. Et donc, ça a provoqué cette baisse assez importante. Cela dit, nous, on regarde plutôt les fondamentaux et ils viennent de sortir des résultats très, très intéressants, hein, avec une progression de 20% de l'EBITDA en 2024. Et on est surtout sur une thématique assez porteuse, puisqu'on est sur les câbles, le domaine de l'électrification. Hein, donc c'est les câbles sous-marins à haute tension qu'on étend d'un pays à l'autre. Enfin, on en a de plus en plus besoin. C'est des contrats très importants de plus de 1 milliard d'euros à chaque fois. Et la valeur n'est pas chère, on est à 12 fois les bénéfices. Et il y a un intérêt spéculatif, puisqu'il y a un fonds américain qui a approché Nexans en fin d'année dernière. Il y a eu une fin de non-recevoir, mais peut très bien revenir à la charge à tout moment. Merci beaucoup Bruno. Alors, Mathieu, Jean-Louis, trade ou pas trade? Tout le monde est d'accord. Jean-Louis, pourquoi vous êtes d'accord? Parce que je l'avais proposé il y a quelques temps déjà, et sans succès, elle a vraiment pas voulu rebondir, elle a continué de baisser. Alors j'attendais aussi un signal technique, il n'avait pas. C'est vrai que tout ce qu'a dit Bruno est parfaitement exact, hein. C'est pas une valeur très chère, c'est une valeur intéressante, mais elle veut pas y aller. Mais alors techniquement, qu'est-ce qu'on voit là? On voit des choses ou pas? On pourrait simplement se dire que sur le plan technique, il faudrait peut-être franchir les 110. Vous voyez, le dernier pic là, d'octobre, enfin c'était quoi? C'était le 10 décembre. Je pense que c'était le 10 décembre, c'est ça. Donc cette zone-là, peut-être, ce serait le signal d'une impulsion. Maintenant, si ça commence à dériver encore un peu plus, ça sera peut-être le dernier, là, au-dessus de 107, un truc comme ça, pour vraiment déclencher l'impulsion. Sinon, on se dit qu'autour de 90, c'est une zone d'achat sur repli, mais on n'a pas à ce moment-là de market timing. On achète, on investit, mais vraiment on investit et on met de côté et en disant ça peut partir à tout moment. Donc utiliser quand même un produit avec un petit effet de levier, ça peut être bien. Comme ça, on n'a pas de market timing, donc on met une petite somme. C'est quand même assez surprenant de voir une valeur comme ça, qui est quand même assez régulière dans ses résultats, etc., perdre plus de 60% de sa valeur en l'espace de 3 mois. Oui, mais il y a eu un effet technique avec la cession de titres par les actionnaires. Ça fait peur? C'est un effet technique, c'est-à-dire qu'il y a eu un afflux de titres. Un afflux de titres, et puis on s'est demandé finalement pourquoi est-ce qu'ils vendent en fait. Parce qu'il y a eu l'actionnaire chilien, mais il y a aussi BPI France aussi qui avait une participation qui a un petit peu allégé sa participation aussi. Donc ça a été déclencheur, on s'est posé des questions. Il y a eu aussi des interrogations sur la politique de Trump aux États-Unis par rapport aux éoliennes, parce que vous savez que les câbles, ils relient les éoliennes. Enfin voilà, la transmission de l'électricité se fait par des câbles. Et comme Trump était un peu moins chaud sur le développement des énergies renouvelables aux États-Unis, on s'est dit, tiens, il y a peut-être un marché qui est un peu moins porteur aux US. Ils sont tout seuls sur ce marché, Nexans? Non, ils sont 4 ou 5 dans le monde. Le principal concurrent, c'est Prysmian, hein, c'est un Européen aussi. C'est un gros marché. Hein. Meta aussi a annoncé qu'ils allaient câbler le monde entier. Oui. Alors là, on est sur des câbles haute tension. C'est vraiment des câbles techniques qui font 900 km de long, qui relient qui passent à 3000 mètres de profondeur, des câbles sous-marins. C'est très technique en fait. Hein. Et ils sont 4 ou 5 à faire ça dans le monde. Et c'est pour ça que c'est un marché important entre un nombre d'acteurs assez restreint finalement. Mathieu, vous étiez d'accord avec Bruno? Ouais, après, c'est vrai qu'il y avait l'italien Prysmian, là, comme Bruno le disait, qui a contribué, je pense, à une partie de la baisse, parce que je crois qu'il n'y avait pas eu des perspectives qui étaient plus prudentes. Mais sinon, ouais, j'aime assez bien, moi, en termes de réaction, ce qu'on voit sur le graphique, sur la partie droite, là, le fait que le titre ait été recherché
consécutivement à sa publication de résultats 2024, qui était, comme Bruno l'a dit, très bon. Donc ça, j'aime assez bien. Et c'est quand même redescendu très vite. Du coup, c'est pour ça que le timing, moi, me semble assez intéressant. C'est que, du coup, alors après, vous commencez à le savoir, si vous nous écoutez, on a peut-être deux approches différentes avec Jean-Louis. Moi, je préfère tenter peut-être d'être plus dans l'anticipation pour acheter, c'est-à-dire que là, moi je pense que si on est dans une zone de creux, la question se pose plus maintenant que peut-être à 105 ou 110, avec le risque d'avoir tort, alors que Jean-Louis, si effectivement on va à 105-110, il y aura statistiquement plus de probabilité d'avoir raison dans le scénario, mais moi j'aime assez bien effectivement la zone actuelle là, sous les 100 € en termes de risk-reward pour effectivement tenter des achats. Ouais. Très bien, ce que je surveille. Merci beaucoup Nexan, mais tout le monde d'accord. Encore un mot ? Dans la soirée Boursorama, la valeur avait été donnée comme valeur d'avenir, vous vous souvenez ? C'était aux Investor Awards. Voilà. Il y a eu un vote sur il y avait un vote peut-être. Et c'était la valeur des actionnaires. C'est vrai. Très intéressant de le rappeler. C'était en décembre. Ouais. On va passer. C'était au plus bas. Oui, c'était au plus bas. On va passer maintenant à Mathieu. Mathieu, on vous laisse la parole. Ouais. Vous allez nous parler du Nasdaq. C'est avec plaisir, Mathieu. On va mettre le chronomètre derrière nous. C'est parti, 3, 2, 1, c'est à vous. Donc, dans la continuité de ce que je disais ces dernières semaines ou dernièrement là, sur Nvidia, vous voyez, là, j'ai pris donc j'ai 60 secondes. Donc, j'ai pris un graphique hebdomadaire du Nasdaq. Donc, vous le voyez, on a une grosse ligne de tendance avec visible en grisé les petites flèches vertes. Et depuis 2-3 mois, depuis la mi-décembre précisément, on évolue en range autour des 21 000. Alors, on est allé tutoyer les 22 000. Mais on sent qu'en fait, ça a vraiment du mal à relancer sur de nouveaux plus hauts. Comme l'a dit Jean-Louis, on a vraiment des flux qui s'orientent plus vers l'Europe à défaut et vraiment au détriment du Nasdaq en premier lieu. Et du coup, moi, en termes de catalyseur, j'ai vraiment du mal à voir ce qui pourrait permettre au Nasdaq d'aller chercher de nouveaux sommets à court terme. On l'a vu avec Nvidia, avec beaucoup de publications dans la tech US. On a eu Dell, on a eu HP, beaucoup d'acteurs qui ont été vendus, eBay, etc. Et donc je pense qu'il y a un risque d'échec, de sortie par le bas de ce range avec les deux petites flèches noires. Terminé. On vous a laissé un peu de rab. Merci beaucoup Mathieu. Alors Jean-Louis, Bruno, donc, avant de... Bon, c'est ça ? Ouais, l'idée c'est effectivement de chercher à vendre. Jean-Louis, pas trade. Bruno est d'accord avec Mathieu. Jean-Louis non, vendre, pardon. Vous êtes d'accord ? Bah oui, je suis un peu short sur le marché américain. Okay. Bon, on va fermer boutique, hein, si tout le monde est d'accord, il n'y a pas de débat. Ça va exploser à la hausse. Jean-Louis, quand on est tous d'accord. Non, mais bon, là, c'est quand même un graphique en hebdomadaire que Mathieu nous a proposé. Donc, c'est vrai que... en jour, moi, ça me parle davantage, ça donne davantage de bougies, de repères pour faire des calculs de moyenne mobile. J'ai pas personnellement, j'ai pas. Vous travaillez plus avec des journaliers que. Oui, j'ai pas l'habitude de faire des moyennes mobiles en hebdo, si vous voulez. Parce que vous faites une moyenne mobile 5, ça fait déjà 5 semaines. Ça va très loin, ça va très vite. C'est un peu embêtant. Mais sur le plan graphique, oui, il y a un signal d'arrêt, en tout cas depuis un certain temps maintenant. Toute la fin d'année a été compliquée. Et avec une hyper volatilité, ce qui n'est pas toujours très, très sain. Hein, c'est ce qu'on observe encore aujourd'hui, c'est pas très sain. Il y a beaucoup de fébrilité, beaucoup de confusion parfois, beaucoup de spéculation également. Peut-être aussi que dans cette phase comme ça, les investisseurs sortent, je pense. On a eu pas mal d'annonces de fonds qui sortaient un petit peu du marché. Donc oui, on peut penser que ce marché, il est prêt à revenir sur le support là mentionné comme à risque par Mathieu. Support à risque. Vous pensez que c'est à risque Support à risque. Parce que si on casse, tu considères que ça va vraiment être très mauvais. À très court terme, effectivement, c'est plutôt un hier précisément, on a fait une mèche assez nette. Ça c'est sur du court terme. Mais ce que j'aime bien, en fait, là, l'idée, c'est vraiment de dézoomer un petit peu comme ce que j'avais fait pendant l'été avec Nvidia ou Alibaba, où effectivement, là, à très court terme, dans les 24-48 heures, je ne sais pas si je vais vendre, mais c'est vraiment pour vraiment garder en tête, à mon sens, la big picture à mon sens, où sera le Nasdaq peut-être au printemps ou des choses comme ça. C'est-à-dire que moi, au printemps, je le vois plus un cran plus bas que... Donc un cran plus bas. Comme premier objectif, le support à risque et éventuellement, si c'est cassé, plus bas. On a testé le support. À ce stade, il a tenu avec, comme je le disais, une mèche basse là, précisément hier. C'était l'été dernier, oui. Et voilà, alors après, en termes d'objectifs, moi, je sais surtout, c'est toujours le même truc, je sais surtout où je sors, où j'invalide mon scénario quand j'ai tort, plus que forcément
chercher à savoir où je sors si j'ai raison. Et là, c'est la ligne bleue, c'est 22 500. Et voilà, je sais où j'ai tort. Si on va chercher de nouveau plus haut, c'est assez simple. Et à l'inverse, voilà, je laisse des ventes. Parce que voilà, c'est toujours pareil. C'est le même principe sur Nvidia où j'étais assez optimiste à l'idée que ça allait s'essouffler. Et après, difficile de dire si Nvidia, par exemple, va tomber à 80 ou plus, ou si ça va s'arrêter à 100. Et voilà, et c'est un peu dans la même logique que sur le Nasdaq, on va dire. Merci beaucoup, Mathieu. Bruno, vous étiez d'accord avec le scénario ? Ouais, je suis d'accord avec Mathieu. On est assez prudent, nous, sur le marché US. Alors, pour deux raisons. Hein. Déjà, sur le compartiment de la tech, on voit bien effectivement il y a un problème de valorisation qui commence à faire réfléchir les investisseurs. Les bonnes surprises, effectivement, les résultats d'NVIDIA étaient bons, mais ça ne marche plus. Enfin, on a un manque de répondants. Et puis sur le plan aussi, ce qui me retient aussi, c'est sur le plan de l'économie US, on a quand même des signaux assez négatifs sur la consommation. On a eu des indices ISM manufacturiers qui n'étaient pas très bons. Et il y a certains instituts qui prévoient quand même une baisse en termes de croissance du PIB. Premier trimestre, ça sera vraiment pas bon, quoi. On a eu autant le T4 de 2024, on était à 2,3 de croissance du PIB, mais le premier trimestre, visiblement, il y a des études qui commencent à circuler indiquant que la croissance ne sera pas bonne. D'où l'intérêt des instruments de couverture évoqués par Léa, peut-être. Voilà. Donc prudence pour l'instant, en tout cas. Okay. On aura plutôt un deuxième. Nous, on préfère attendre la fin du trimestre, voire la fin du semestre pour revenir sur le marché US. Très bien, merci beaucoup Bruno. Merci Mathieu pour ce scénario d'investissement. Cet avis d'expert. Maintenant, c'est au tour de Jean-Louis de nous présenter un scénario, un coup de cœur. On va mettre le chronomètre derrière moi. C'est parti. 3, 2, 1. À vous, Jean-Louis. Alors, comme Bruno, qui a pris Nexans, moi, je prends aussi une valeur défensive, une valeur qui n'a pas beaucoup performé ces derniers temps, c'est SEB. Et il y a une zone d'achat autour de 82, mais à partir même de 84, 82. Les résultats n'ont pas été formidables. La valeur, elle va être un petit peu touchée par les taxes de Trump, mais bon, le chiffre d'affaires aux États-Unis, c'est 10%, ça va, c'est pas non plus énorme. Bon, il n'y a pas de market timing. C'est une zone d'achat sur un niveau support, sur repli, considérant que la valeur n'est pas chèrement payée, que les perspectives ne sont pas mauvaises, mais encore une fois, l'idée principale, c'est d'aller chercher des valeurs qui offrent un potentiel, jusqu'à 92, 95, donc c'est des rebonds significatifs tout de même, et qui sont donc défensives, qui n'offrent pas trop de risques dans la période actuelle où la volatilité des marchés est extrêmement importante et va le rester. Merci beaucoup Jean-Louis. Alors Mathieu, Bruno, qu'en pensez-vous? Trade et pas trade. Mathieu, à vous. Alors, moi, ce que j'aime pas... C'est pas bien, donc c'est ça? Ouais, exactement. Pas le gap. Avec pas tout mal celle-là. Non, après, ouais, du coup, pour compléter ce que disait Jean-Louis, moi, ce que j'aime pas, c'est la mauvaise réaction, justement, post-publication, là, qu'on a eu, du coup, fin février. Alors, pour le coup, je crois que les résultats étaient pas mal, mais c'est plus les perspectives annoncées qu'on fait tiquer un petit peu. Et donc, voilà, moi, dans ce genre de schéma-là, je préfère, si je dois acheter, je préfère acheter plus cher avec des achats stop au-delà de 94, c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment qu'on efface toute la baisse de fin février. C'est surprenant parce que c'est la technique que vous disiez que vous n'appliquiez pas et que Jean-Louis appliquait. Ouais, du coup, c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a peut-être des approches en termes de timing d'entrée peut-être différents. Mais pour le coup, ouais, moi, quand il y a comme ça des mauvaises réactions sur des publications, je préfère vraiment, enfin généralement, dans 3 fois sur 4, j'y vais pas. Et si je dois y aller, je préfère y aller une fois que le marché, alors peut-être à retard du coup par rapport à mes entrées en général, mais avec pour le coup peut-être plus de probabilité d'avoir raison. Mais je pense qu'il y a mieux à faire que, alors effectivement, peut-être dans 5 ans, on sera sûrement au-delà de 100 €, mais je serais pas étonné qu'elle passe par la case 80 ou 75 € là dans les jours ou semaines qui viennent. Donc c'est la raison pour laquelle moi je dis stop. Voilà. Très bien, ces gros volumes là sur la phase de reprise après avoir touché un support à 80-45, ça veut dire quelque chose? Moi, tout le monde a considéré que c'était le moment de racheter? Moi ça m'intéresse justement, je me dis que ce volume important avec alors une baisse en clôture, c'est pour ça que la bougie vous la voyez rouge. Mais moi, je vois une grosse bougie verte. Oui, mais je ne suis pas daltonien. Non, mais cette bougie, si vous voulez, le cours de clôture est en dessous de la veille. Oui, d'accord, très bien, par rapport à la veille. Oui. Par contre, comme la bougie, l'ouverture et la clôture est au-dessus,
ce qui est intéressant, c'est le volume, mais le sens. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a des gaps, tout le monde décale. Mais là, on part sur un point bas de la veille. Extrêmement bas. Et ça ramasse. Ouais. Vous voyez, ça ramasse. Oui, parce qu'il y avait une queue de la veille qui allait jusqu'au... Oui, d'accord. C'est ça qui est différent dans la lecture d'une bougie. C'est-à-dire que le gap, c'est un écart, il n'y a pas de transaction pendant cet écart. Là, il y a un ramassage. Donc, je trouve que ce ramassage, il est quelque part rassurant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'opérateurs de marché qui ont considéré que ces niveaux de 81, ça se, entre guillemets, des rachats de short, ça peut être des rachats de short, des achats de gérants. Hein. La valeur, elle a été plutôt recommandée. Par 25 ou par 30. Oui, alors je n'ai pas fait attention, j'ai peut-être eu aussi des blocs, c'est possible, mais la valeur, bon, le consensus est plutôt acheteur hein, sur cette valeur. Les perspectives 2025 ne sont pas mauvaises. Là, ils ont eu une amende extrêmement importante qu'ils ont contestée. Ça plombe énormément les chiffres de 2024. Moi, je pense qu'il ne pourrait y avoir qu'une bonne nouvelle sur cette valeur. Bruno? Oui, moi je suis plutôt à l'achat comme Jean-Louis. Les résultats, en fait, ils étaient bons, mais il y a un chiffre qui était mauvais, c'était le cash flow. Le cash flow n'était pas bon parce qu'en fait, le besoin de fonds de roulement a fortement augmenté. Et visiblement, il y a un problème de l'inflation. Non, à cause un problème de stockage, parce que le transit dans la mer Rouge est compliqué, visiblement, et ça joue une forte influence sur le niveau de stock de SEB. Donc c'est le cash flow qui n'était pas bon. Le reste était plutôt vraiment bon. On a une marge opérationnelle qui se rapproche de 10%, c'était pas mauvais. Et puis, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la valo. On se paye 10 fois les bénéfices. C'est ça. C'est pas cher du tout. Avant le Covid, on se payait plutôt presque 20 fois sur une valeur comme SEB. Donc, et le dividende, le côté dividende, c'est... Le dividende n'est pas mauvais. On doit être à 3-4% de dividende, quelque chose comme ça. Et puis, surtout, il peut y avoir des catalyseurs, parce que SEB, c'est presque 20-25% du chiffre d'affaires en Chine. Ils ont une filiale qui s'appelle Supor. Qui a peiné l'année dernière un petit peu, même si elle a pris des parts de marché. Et les 2 premiers mois de l'année, en tout cas, les dirigeants de SEB ont dit que Supor va renouer avec la croissance. Donc, on peut avoir un petit effet reprise côté chinois avec SEB. Merci beaucoup Bruno, merci Jean-Louis pour ce coup de cœur. Et on va passer maintenant à la rubrique « À vos marques ». Voici le moment de la rubrique tant attendue à vos marques. Le coup de cœur, non pas le coup de cœur, les questions pour un trader. Les questions pour un trader, ça me rappelle une émission sur France 3. Oui, légèrement. Est-ce que j'ai tort? Non, j'ai raison, c'est bien ça. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Léa, alors aujourd'hui, c'est un question pour un trader. Je vous rappelle le principe de ce quiz de fin d'émission. C'est que j'énonce le descriptif soit d'une personne, soit d'une figure, soit d'un actif financier. Et dès que vous pensez avoir trouvé la réponse, vous pouvez buzzer. Donc là, il n'est pas nécessaire d'attendre que j'ai fini de parler pour vous déchaîner sur vos buzzers. On y va avec la première... Vous avez bien compris les règles. Vous pouvez appuyer quand vous voulez. Quand on veut. Première question. Écoutez bien. Je suis une théorie d'analyse technique qui a révolutionné la compréhension des mouvements des marchés financiers. Née dans les années 1930, j'ai été élaborée par un comptable passionné par l'étude des tendances boursières. À partir de l'analyse des mouvements du Dow Jones et inspirée... La théorie de Dow ? Non. Et inspirée par les travaux de Charles Dow et les mathématiques de Leonardo Fibonacci... Wave et les vagues d'Elliott et le... Oui, les vagues d'Elliott. Moi, je l'avais celle-là. C'est fantastique. Exactement, bon, je finis quand même. Extrêmement déçu. Je finis quand même. Mon hypothèse de base repose sur l'idée que les cours n'évoluent pas de manière aléatoire, mais suivent des cycles harmonieux que vous pouvez voir à l'écran, à la fois ascendants et descendants, semblables aux vagues de la mer. Donc il y a un côté très poétique à cette théorie. Cette analogie des vagues a permis de modéliser les fluctuations des marchés, décomposant en fait les mouvements en cycle élémentaire composés de 8 vagues principales, 5 vagues de tendance et 3 vagues de correction. Alors on ne va pas vous faire un descriptif de toutes ces vagues, c'est quand même un peu plus complexe. Mais en fait, ces concepts ont été un peu oubliés après leur publication initiale, mais ils ont été remis au goût du jour dans les années 80 par Robert Prechter, qui a contribué à populariser cette méthode et à la rendre accessible aux investisseurs contemporains. Donc c'est vrai qu'on en entend encore beaucoup parler. Il nous arrive même ici de dire un tel ou un tel est elliotiste. Ce ne semble pas être leur cas. Pire qu'une religion. Pas du tout. Ce ne semble pas être leur cas. Vous n'êtes pas elliotiste. On salue d'ailleurs André Malpel, qui est un grand... Voilà, tout à fait. André Malpel, si tu nous regardes, on te salue. Il adore. Mais c'est vrai que c'est des interventions longues dans le temps. Donc c'est un petit peu... Bon, c'est pas... Un point pour Mathieu. Et deuxième question.
Deuxième question. Mon histoire commence au début du XXe siècle, avec un chimiste passionné qui crée une teinture capillaire innovante. Depuis, je suis devenu un géant mondial de la beauté, leader dans mon domaine. L'Oréal? Voilà, bravo Jean-Louis. Superbe. L'innovation est au cœur de mon ADN, je ne présente pas L'Oréal. Reconnu aujourd'hui beaucoup pour son engagement en termes de développement durable et de diversité, présent dans 150 pays avec des marques que vous connaissez tous comme Lancôme, Garnier ou Maybelline. Et le slogan, bien sûr, très connu, autant que celui de Seb, parce que je le vaux bien. Parce que le veau, j'aime bien. Jean-Louis, 1 point. Mathieu, 1 point. Bruno, 0. Bruno, il n'est pas trop tard. Troisième question. Mon histoire commence le 28 février 1998. Je suis un indice qui reflète la santé économique d'une zone bien précise. Composé d'un nombre fixe d'éléments soigneusement sélectionnés, je fais l'objet d'un réexamen régulier afin de rester représentatif de mon univers. Je suis un outil prisé par les gestionnaires d'actifs et les traders qui m'utilisent pour diversifier leur portefeuille ou couvrir leur position. Mes membres sont issus de divers secteurs. Parmi eux, on retrouve de grandes multinationales comme LVMH, Siemens ou SAP. Stocks 600. Stocks. Stock 600 L'Eurostock 50. Faut savoir. Ouais, l'Eurostock 50. Oui, c'est bon. Mais bon, après... Ça soit le CAC, hein. C'était un peu une deuxième réponse. Non, mais... Ouais. Oui, effectivement, contrairement aux autres indices, il représente une zone euro et non uniquement un pays. Voilà, ni une thématique. C'était l'Eurostoxx. 2 points pour Jean-Louis. 1 point pour Mathieu, 0 pour Bruno. Bruno, c'est à vous. Allons-y. Je pense que ça a une bonne chance en plus, Bruno, sur celle-là. Quatrième question. Je sers de référence pour mesurer un phénomène clé qui touche chaque consommateur au quotidien. Je suis un indicateur surveillé de près car j'ai un impact direct sur le pouvoir d'achat et les politiques économiques. Calculé régulièrement par les instituts statistiques nationaux. Allez, j'anticipe, le Michigan. Non. Je repose sur un panier représentatif de biens et de services dont les prix évoluent en fonction des... Inflation. Oui, et donc l'indice Ici. Oui. CPI. Oui. C'est accordé. C'est bon, C'est accordé. C'est l'indice des prix à la consommation, effectivement, donc qui est très regardé pour calculer, pour regarder sur ce panier de biens représentatifs quels sont le ressenti des ménages et les anticipations potentielles de dépenses à venir. Donc l'évolution influence grandement les décisions des banques centrales qui ajustent en fait leur taux d'intérêt en fonction des valeurs qu'il prend. Donc s'il monte trop vite, c'est le signe que le coût de la vie augmente et que l'inflation finalement devient un sujet de préoccupation. Et au contraire, quand il stagne ou qu'il baisse, cela peut signaler un ralentissement de l'économie ou même une déflation. Trop d'inflation est un problème, pas assez d'inflation est un problème, mesuré par le CPI, Consumer Price Index, ou Price Consumer Index, non, Consumer Price Index. Indice des prix à la consommation. Oui, en français. Moi, j'étais resté sur l'Eurostock 50, je me disais 98. Du coup, je n'ai pas écouté. C'est quel indice? Non, mais l'Eurostock, c'est vrai que ça n'existait pas avant. C'est pour ça que j'ai tout de suite pensé à l'Eurostock. Ah non, mais il est resté sur, la question d'avant. Ah ouais, je suis resté là-dessus, moi. Parce que, avec 98, parce que c'est l'époque où on est passé sur une autre émission. C'est vrai, Nvidia, moi. On est passé à l'informatique à cette époque-là. Oui, l'informatique, ça fait longtemps qu'on y est passé, effectivement. Du marché électrique au marché électronique sur les indices. Et c'est vrai qu'avant, on faisait beaucoup de DAX. C'est pour ça que... C'est tout à fait vrai. Jean-Louis, 2 points. Mathieu et Bruno, 1 point. 5e question. Allez, une question. Écoutez maintenant. Question historique. Revenez avec nous. Elle est pour vous, Jean-Louis, elle est historique, celle-là. Ah, oula. Pas trop. Non. Allez, dernière question. Bien que ma mise en place à la Bourse de Paris ait initialement visé à augmenter la transparence des transactions boursières, l'informatisation a permis de surmonter les limitations de mon système. Je suis une procédure de cotation qui a progressivement disparu, mais je suis encore utilisée dans certaines bourses, comme celle de Chicago. Ouais. Fixing? Non. Pendant des siècles, j'ai animé les plus grandes places financières du monde. À la criée? Oui, la cotation à la criée. C'est le système que je voulais. Mon fonctionnement repose sur des échanges où la rapidité, la mémoire et la voix jouent un rôle clé. Dans mon univers, des courtiers se regroupent dans une salle et crient leurs ordres d'achat et de vente. Jean-Louis, vous aviez une veste de quelle couleur quand vous y... Ah, j'avais pas de veste, moi, sur la photo, je crois. Vous êtes sur la photo, non? Non. Ça, c'est aux États-Unis. Ça, c'est pas... Mais quand vous avez dit système, ça m'a... Je me suis dit, non, ça peut pas être... Système, c'est pas forcément Oui, mais ça m'a fait penser à l'électronique. Donc égalité entre Mathieu et Jean-Louis, Bruno 3e, non il n'y a pas de 6e question. Il n'y a pas de bonus. C'était une belle émission, merci infiniment, merci Mathieu Lebrun, merci Bruno Cus, merci Jean-Luc Cussac, merci la GSECL. Si vous aimez cette émission, dites-le, parlez-en autour de vous et puis à bientôt, à la prochaine.